la conférence. Donc oui, un petit peu provocateur, mais tant qu'à faire, allons-y directement. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais demander à tout le monde de prendre le micro une petite minute, simplement pour donner votre nom, pour qui vous travaillez, ce que vous faites. On fait vraiment un petit tour de table très rapide, et puis après j'introduirai le thème de la conférence. Donc on commencera à discuter ensemble. Bonjour, je suis Anne-Claire Dizarni-Gargas. Je suis la fondatrice de Vaponaut, société qui existe depuis 2013. Et je suis aussi en charge de la création des saveurs de Vaponaut. Bonjour, je suis Olivier Oberlechner, directeur marketing et commercial, et pas commercial, et communication de Gaia Trend. Bon, Gaia Trend, on existe depuis 2008. Et voilà, beaucoup de travail dont on va reparler. Bonjour, Marine Dupiol, la société VDLV. Je suis au service marketing depuis 4 ans sur le poste de responsable marketing. Bonjour à tous, donc Jean Moiroux, un des 2 fondateurs de la marque de e-liquide FU et également le président de la Fédération interprofessionnelle de la VAP, la FIVAP. Alors vous avez le droit de vous servir de plus d'un micro. Donc on va revenir tout de suite sur le titre. Moi, je me suis déjà fait brancher pour écrire des articles ou des choses comme ça sur le phénomène de marketing autour des liquides, les packaging qui sont parfois, alors on peut les juger attrayants pour les jeunes ou régressifs pour les adultes. Et puis surtout, on a les gens qui observent du coin de l'œil le marché de la vape et qui, à un moment donné, reprochent à la vape de vouloir séduire les jeunes. Alors, on va tout de suite commencer là-dessus. Est-ce que vos cibles de clientèle, quand vous travaillez les packaging et les designs, sont les jeunes? C'est une question très claire. Allez, je me lance. Chacun son tour. Allez. Je pense qu'on a tous les 4 des positionnements qui sont assez différents sur le marché. C'est un marché qui est en train de se structurer entre différents acteurs et on n'a pas tous les mêmes cibles. Nous, en l'occurrence, comme on fait du haut de gamme, de toute façon, il y a déjà un clivage tarifaire qui va faire qu'on adresse moins une population qui va être assez jeune. Ensuite, effectivement, dans les choix du design, le choix des couleurs, le choix des formes, il est tout à fait possible d'orienter. Donc après, on voit aussi beaucoup d'adultes qui s'intéressent à des packaging très colorés, voire un peu enfantins. Nous, personnellement, ce n'est pas notre cible. Après, c'est vrai que je regrette aussi de voir que beaucoup de nouvelles propositions vont essentiellement dans ce sens-là. Et c'est aussi un peu oublié que la majorité des gens à qui on s'adresse... Alors bien sûr, il faut empêcher les jeunes... Enfin, il faut faire perdre de l'artrait de la cigarette aux jeunes. Donc c'est jeunes, je parle bien sûr adultes et déjà fumeurs. Et il faut leur parler, c'est une cible évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'adresse surtout à des fumeurs repentis. Voilà. Et effectivement, il faut être ludique, créatif, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir aussi vraiment faire plaisir, parce qu'on s'adresse justement à ce côté-là, avec toute la diversité de produits. Après, je pense qu'il est possible d'avoir ce côté plaisant et créatif, sans être forcément dans le régressif, mais c'est mon point de vue. Alors parce que en définitive, moi j'entendais au tout départ de la vape, ah mais il y a des arômes bonbons, ah il y a des arômes vanille, ça va attirer les jeunes. Donc comment on se dépatouille de tout ça? Parce que finalement le packaging c'est un intermédiaire entre le consommateur et le produit. Donc comment vous gérez ça chez vous? Alors, moi, je voulais juste revenir un peu sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est sans parler de polémique, mais je pense que c'était pas un hasard, je pense, le choix des mots peut créer le débat. En gros, je pense qu'on n'est pas du tout, pour moi, sur des questions d'âge. On est vraiment sur des questions de rapport au tabac et au vapotage. Donc, je pense que pour résumer, alors, pour compléter, je ne vais pas contredire du tout là, ce qui vient d'être dit sur la définition de la cible. Je pense qu'au final, on a quand même une cible large, assez commune. Après, il y a des sous-cibles, mais on est sur une cible de fumeurs et de vapoteurs adultes. Donc c'est pour ça que je ne rentre même pas dans les discussions jeunes, pas jeunes. On est plus en un rapport au tabac et au vapotage. Ça, c'est le premier point. Et après, pour ce qui est de la séduction, je pense que le terme est pas tout à fait bien choisi. En tout cas, il a été choisi pour créer la discussion. On est vraiment, surtout dans une phase de
d'apprentissage, de prise de température de ce qu'est le vapotage pour un fumeur qui est dans une démarche de vouloir arrêter. On est plus dans le registre de l'information qui va se transformer en conviction. Et après, ça va passer par des éléments de satisfaction, de réassurance, d'où des codes, on va revenir là-dessus peut-être, qui vont énormément rassurer sur le sérieux, la qualité, la sécurité. Mais c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'au final, on est beaucoup plus à parler, à mon sens, de conviction, lorsqu'on parle surtout aux primo-vapoteurs, mais également quelque part auprès d'un vapoteur initié, voire expert. On a toujours besoin d'être rassuré sur ce qu'on vapote. Et après, je pense qu'il y a beaucoup plus de place, une fois qu'on est initié, à de la créativité, du talent, des saveurs subtiles, de la surprise. Voilà. Parce que le marketing parle quand même, parce qu'il y a séduire, peut-être c'est pas le bon mot, mais attirer, on va dire, les fumeurs vers la vape en général. Puis après, il ne faut pas se voiler la face, il y a de la concurrence entre les différents fabricants. Et comment on se positionne justement sur ce fil qui est effectivement rassuré, mais à un moment donné séduire. Venez à ma marque plutôt qu'à une autre. On reste de toute façon dans le business, pour être clair. Donc comment ça se passe chez toi, Marine? Comment vous réfléchissez à vos packaging et au discours que vous tenez dessus? Déjà, je vous rejoins tous les deux sur cet aspect-là. Le terme séduire est un petit peu ambigu. Pardon. Le terme séduire est un petit peu ambigu. Il est vrai que chez VDLV, nous préférons séduire via les mots, via le discours, avec des éléments de réassurance. Vous le disiez ce matin à la conférence sur la professionnalisation des boutiques. Il est vrai que le vapoteur n'a pas de profil, il n'a en effet pas d'âge. Le sexe, alors oui et non, en effet, notre cible est principalement une cible masculine, mais c'est un petit peu monsieur et madame tout le monde également. Et en fait, nous cherchons, entre guillemets, à séduire le fumeur. Donc, avec ce genre de salon, il est vrai qu'on se rend compte qu'on a peut-être parfois perdu un petit peu notre cible des yeux. Notre cible, c'est le fumeur. Comment le capter aujourd'hui? Comment séduire le fumeur? Donc voilà, ça va être avec de la réassurance, des éléments techniques qu'on doit rendre pédagogiques, attrayants, sans tomber en effet, à mon sens, dans le régressif. Dans des codes du régressif en tout cas. Même si la vape permet, avec une marque de cigarette, on était tous cantonnés à une marque, une saveur, c'était très bien. Aujourd'hui, on a un monde qui s'ouvre à nous avec énormément de saveurs, des couleurs. La vape a besoin de glamour, a besoin de plein de choses, a besoin de réassurance. Mais voilà, il y a en effet un équilibre à trouver entre ce côté assez fun et attrayant et le régressif. Comment tu travailles ça, toi, Jean, à ton niveau Parce qu'on parle souvent d'un des avantages de la vape, c'est qu'on peut arrêter de fumer dans le plaisir. Et le plaisir passe aussi par les produits que tu as entre les mains. Je pense que le plaisir est au centre de la démarche et c'est ça qui fait des produits du vapotage l'univers magique qu'il est aujourd'hui et qui fonctionne. Après, je rebondis évidemment sur le titre de la conférence. Séduire les jeunes pourrait laisser à penser qu'il y a un peu un noir dessein des fabricants qui chercheraient à entraîner les plus jeunes, comme l'ont fait les sociétés du tabac à l'époque, pour se créer des clients à vie. Nous, on arrive dans l'opposition là-dessus, avec le désir de séduire les fumeurs. C'est ça la question principale. Et quand il en arrive au marketing, je pense qu'il faut être assez ouvert, se donner un espace de liberté dans les limites des règles que l'on se fixe à l'échelle d'une entreprise. On peut s'offrir un espace de liberté plus ou moins grand. C'est ce que vous faites par exemple chez Alpha Liquide avec beaucoup de talent, avec votre rebranding récent qui est tout à fait centré sur ce qu'est votre entreprise et que je trouve très pertinent. Je voulais le dire ici parce que c'est vraiment bien foutu. Et derrière, c'est tout ce qui va donner envie aux fumeurs d'arrêter de fumer. Il faut avoir de la liberté et que chaque entreprise trouve son style, trouve sa cible. Et derrière, c'est le discours qui parlera. Si les produits sont de qualité, que quelqu'un arrête de fumer avec une image colorée sur l'étiquette, c'est une très bonne chose. Si quelqu'un est séduit par un liquide sobre avec une apparence quasi pharmaceutique, c'est une très bonne chose aussi, tant que les gens arrêtent de fumer. Je rejoins Jean là-dessus. C'est vrai qu'il y a une identification. Et je pense qu'effectivement, les entreprises actuelles ont tout intérêt à créer une identité qui leur est propre et pour avoir justement une clientèle fidèle qui va justement s'identifier et qu'on va accompagner aussi dans l'arrêt du tabac. C'est de toute façon du marketing de base. Les fumeurs de Camel n'étaient pas le même type de gens que les fumeurs de Dunhill. Ça se retrouve aussi dans la cigarette électronique.
Après, c'est vrai on remarque quand même des tendances qui font des pics puis qui s'essoufflent assez rapidement. Et la question à se poser, c'est est-ce que, effectivement, pourquoi la majorité de ces tendances sont-elles aussi régressives? Voilà. Et je me la pose toujours. Pour intervenir, mais pas forcément pour répondre à cette question qui est pas simple. Je voulais revenir effectivement sur un peu une idée de base. C'est à partir du moment où on est sur une idée de conviction, et moi je rejoins tout ce qui a été dit sur les normes, il y a de la place pour beaucoup de marques, hein, on le voit, le foisonnement créatif. Mais il y a vraiment des particularités sur ce marché. Déjà réglementaire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin c'est notre quotidien quand on travaille au marketing. Et moi, pour avoir un petit peu réfléchi sur ce sujet, j'ai des références agroalimentaires de par mes précédentes vies professionnelles. Et j'ai en tête vraiment ce que disait Antoine Riboud, donc fondateur de Danone, la règle des 4 S. Hein, saveur, santé, sécurité et service. Et pour moi, ces 4 S s'appliquent, bien sûr, à l'origine, ils s'appliquaient dans le modèle Danone. Pour moi, ils s'appliquent complètement à l'univers de la vape. La saveur, on en a parlé, la notion de plaisir, c'est une particularité du vapotage que de proposer une alternative au tabac qui procure du plaisir. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça marche. La sécurité, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la sécurité du vapoteur, c'est un élément hyper important, ne serait-ce que déjà en comparaison de ce qui fumait jusqu'alors. Etc., etc. Donc c'est cette règle des 4 S, et juste pour finir sur ces notions-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très très particulier. C'est deux choses. Un, le fait que quelque part la réglementation nous impose de travailler avec des relais d'opinion. Hein, on ne peut pas communiquer en B2C, donc auprès du vapoteur directement. Donc on a tous intérêt à très bien travailler avec les professionnels, les revendeurs, d'où l'importance de ces salons. Et c'est également le fait que la communauté, elle aussi, qui est extrêmement active, qui a beaucoup d'idées, qui est éruptive parfois, va faire que ça va être des cercles d'influence dont les marques ont tout intérêt avec lesquels les marques ont tout intérêt à collaborer et à bien travailler, à être à l'écoute. Donc c'est vraiment cette notion collaborative, le travail B2B, donc de mettre tous les moyens à disposition auprès des professionnels pour qu'il y ait une bonne revente, parce que c'est eux qui sont vraiment en prise directe avec le vapoteur. On parle de B2B, mais en réalité, c'est du B2B2C. C'est-à-dire que ça s'adresse au consommateur final avec pour intermédiaire les commerçants. Je te pose la question, comment ça se passe au niveau des commerces? Parce qu'à un moment donné, c'est quand même les commerçants qui remontent des demandes au niveau de leurs clients. Donc ces phénomènes justement de packaging un petit peu qui prêtent le flanc aux critiques extérieures, est-ce que c'était une demande finalement qui remontait fortement au niveau des commerçants, ou comment ça s'est passé finalement? Comment c'est arrivé tout ça? Alors en tout cas, nous, c'est vrai que nous avons un réseau de distribution, des partenaires. Nous sommes extrêmement proches de nos partenaires. On les rencontre également lors de ces moments privilégiés. Il y a en effet des retours du marché. J'ai vu quelque chose de sympa, on peut en discuter. On ne tombera pas dans ces codes régressifs. Alors après, en plus, on ne nous le demande pas en soi. On nous a déjà demandé une gamme folklore ou axée, on va dire, jeune public. Donc déjà, on n'a pas à traiter ce genre de requêtes. Ensuite, je rejoins Olivier là-dessus, dans le sens où c'est un marketing, en effet, il y a deux axes marketing. Ça va être le B2B, c'est aujourd'hui notre relais de communication principal. Donc déjà, c'est les informer, leur donner du contenu pédagogique avec des éléments de rassurance qui seront ensuite délivrés aux clients finaux en boutique. Donc c'est assez versatile, et c'est pour ça que cette problématique est assez intéressante, dans le sens où aujourd'hui, sommes-nous encore capables de séduire directement le fumeur? On oublie l'âge, on oublie le statut, directement le fumeur, avec une communication qui est extrêmement réduite. Donc je pense que ça peut aussi renvoyer vers ce genre de problématique. Alors sur les packaging, déjà, vous avez des choses qui vous sont imposées par la TPD, une certaine surface qui doit être consacrée à des messages. Après, moi, je vois deux volets. Il y a effectivement le volet de rassurer sur le produit que l'on consomme. Et puis, il y a ce volet, je redis le mot encore une fois, mais volet séduction. Comment vous équilibrez tout ça, quoi?
Jean, comment ça se passe quand tu travailles sur un packaging? Parce que je sais que toi, tu travailles sur tes packaging directement et que tu dois déjà commencer avec ton mock-up, avec les avertissements, TPD, etc. Oui. Par quel fil ensuite tu Il y a commences? déjà une notion de plan de travail et d'espace disponible. Les informations légales vont couvrir une belle partie d'une future étiquette et tout l'objectif est d'arriver à faire vivre un univers tantôt sympathique, tantôt sérieux, etc. Il faut aussi faire envie aux gens, leur donner du plaisir. C'est fun la vape et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas enrayer forcément ce système-là. Et après, voilà, il faut créer des idées cohérentes. Alors, le principe d'une gamme est assez sympathique parce que ça permet d'offrir une cohérence en jouant sur des camaillots de couleurs ou une déclinaison d'une identité. C'est bien qu'il y ait plusieurs produits dans une gamme pour créer un concept marketing qui soit attractif. Un produit seul est plus difficile à vendre que 4 produits au sein d'une gamme qui permet de construire une image qui sera complémentaire. Et puis derrière, c'est un mélange, je dirais, d'information et de séduction qui nous donne de la communication. Donc il faut, au-delà du produit, créer un langage, une histoire qui permettent aux gens en boutique de comprendre le produit, de le cibler, de transmettre l'information, savoir à qui il s'adresse, à quel profil, parce qu'il y a tellement de spécificités et le combat pour arrêter le tabac est tellement compliqué que nous, on fait de l'orfèvrerie au quotidien. On essaye de trouver, enfin nous, je dis nous ici, on cherche à faire des ratios PGVG différents pour toucher tous les clients. On essaye de faire des saveurs qui soient originales, créatives, ou alors qui soient des classiques qu'on améliore au fil des années. Ça ne s'arrête jamais, parce que la psyché humaine est infinie et le mélange de superstitions que les gens ont quand ils sont face à un potentiel arrêt du tabac, c'est un mystère incroyable. Et nous, il faut qu'on arrive à créer des brèches et à faire arrêter les gens de fumer. Et quels que soient les artifices qu'on déploie pour ça, tant que ça reste fun, sérieux, quel que soit l'axe marketing qu'on utilise, on pense toujours à quelqu'un. Mais globalement, on n'a jamais envie de faire rentrer les enfants dans le vapotage. Jamais. C'est pas l'idée. On a en face de nous un fumeur. La loi nous dit que ce fumeur doit être majeur. Et derrière, à chaque société, de définir l'espace de liberté dans lequel elle pourra créer les produits qui lui font plaisir et qui vont entraîner sa croissance. Alors on sent, moi je sens sur le salon là, depuis 2 jours un grand mouvement où tout le monde a l'air d'être d'accord entre les fabricants, les commerçants, les vapoteurs. C'est allez, on va tous se remonter les manches pour aller chercher les fumeurs. Je trouve ça, c'est vraiment très très fort depuis 2 jours là. Est-ce qu'il n'y a pas une différence justement de cible maintenant qui est beaucoup plus claire entre ces gens qui sont vapoteurs depuis 3, 4, 5, 6 ans, qui sont devenus des vapoteurs vraiment, et les primos, les fumeurs? Est-ce que au niveau de votre marketing, vous travaillez avec justement cette dichotomie-là, c'est-à-dire de dire attention, on a peut-être finalement 2 cibles, et est-ce qu'on crée des gammes de produits en fonction de ces 2 cibles? Pour répondre à cette question, bon, chez Gaëtren, on a 3 collections. Donc effectivement, on a de cœur de gamme une collection Alpha Liquide originale qui se veut une offre qui corresponde à toutes les phases de maturité de vapoteur. Donc vraiment du primo jusqu'à l'expert. Mais en effet, c'est vrai que cette cible, elle est vraiment spécifique. Elle est, quand on cible de fumeurs et vapoteurs, il y a énormément de différences entre un nouveau vapoteur et quelqu'un qui a une expérience de vapotage de 3, 4, 5 ans. On va être beaucoup plus sur la recherche de plaisir, on en parlait tout à l'heure, la recherche de sensations un peu nouvelles pour prolonger un peu le plaisir, aller chercher des nouvelles sensations. Donc par rapport à ça, on a une gamme nous, qui est très large, on a une centaine de saveurs. On est une gamme généraliste, on est toujours avec un cœur de cible pour aller conquérir des nouveaux vapoteurs, mais c'est effectivement par des offres, donc avec notre Dark Story ou Alpha Siempre, qui vont être beaucoup plus complexes, plus dans la sensation, PGVG 50-50, des choses qui vont venir compléter l'offre, prolonger l'expérience, qui ne sont pas du tout en contradiction. Il y a certainement un marqueur, on a notre aromaticien Xavier Marzel qui travaille sur l'ensemble des gammes depuis le début, donc il y a certainement une cohérence dans tout ce qu'on fait, et c'est ce qui va faire qu'on fait en sorte d'avoir une offre très large de liquides, pour, au final, pour revenir sur la question centrale, c'est être en capacité d'accompagner les vapoteurs dans toutes leurs phases d'initiation jusqu'à une forme d'expertise. Je rejoins également là-dessus. Chez VDLV, nous avons la chance d'avoir un grand catalogue de marques qui permettent de couvrir
les besoins d'un plus grand nombre. Nous gardons toujours en tête notre cible première qui est le fumeur, le débutant vapoteur également. On continue pour cela à développer toujours du tabac, des mentholés, des choses assez simples avec des taux de nicotine permettant l'arrêt du tabac également, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tendances à baisser les taux de nicotine parce qu'en parallèle le matériel évolue également. Donc nous on continue en effet à notifier des produits en 16, parfois en 18 également, parce qu'il y a encore ce besoin pour le fumeur d'arrêter via la nicotine. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Ensuite, nous avons également des gammes plus récréatives, un peu plus sophistiquées, avec du DML vert pour des vapes plutôt plaisir, des instants, des moments. Donc on a essayé de couvrir un large spectre de vapoteurs, tout en gardant quand même en tête que le nerf de la guerre reste que le consommateur doit s'écarter de la cigarette classique. Quand on est au brief, je sais pas. Toi, au niveau de ta cible de clientèle, c'est aussi large que ça aussi. Il y a les primos, les vapoteurs aguerris. Est-ce que quand tu travailles les packaging, à un moment donné, il y a cette question qui se pose vraiment de cette cible de clientèle différenciée ou pas vraiment? Alors nous, quand on a lancé en 2013, il fallait faire un exercice de style parce que justement, ces gammes qui s'adressaient aux vapoteurs plutôt débutants étaient déjà assez implantés. Hein. Vous étiez déjà tous les trois aussi sur le marché avec vos premières gammes qui sont ensuite enrichies. Nous, en tant que consommateurs, avant de lancer notre propre marque, on a commencé très rapidement à commander aux États-Unis. Puis on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas forcément le même palais, pas les mêmes attentes. Donc on a décidé de se lancer car on avait les compétences pour proposer justement des saveurs haut de gamme, et nous avons directement ciblé le vapoteur confirmé. Donc voilà, c'était un choix en termes de positionnement. Ensuite, nous avons au contraire fait l'inverse, c'est-à-dire que nous nous sommes fait connaître grâce à ça. Et nous avons élargi pour justement aussi montrer que notre savoir-faire s'appliquait dans des gammes, on va dire, plus accessibles aux primo-accédants. Voilà. Après, nous, notre plus bas taux de VG, c'est 60. Donc c'est quand même un primo-accédant qui va avoir un matériel un peu costaud. Ce qui est en train effectivement de devenir aussi la norme. Aussi, Jean, tu as plusieurs gammes de liquides en fonction des profils. Alors, nous, on a peut-être 10 ou 12 gammes différentes si on considère les liquides et les concentrés. On a un rythme dans l'innovation et la sortie des produits qui a été très soutenu ces dernières années, qui nous rattrape un peu parfois, tant et si bien que j'ai parfois un soupir en regardant l'épaisseur du catalogue. Là, on a fait notre catalogue de 60 pages. Ça fait beaucoup de références et puis forcément, la croissance de l'entreprise, elle ne suit pas forcément la croissance du catalogue. Donc on a des parts de marché qui sont fragmentées sur beaucoup plus de références. Mais je pense que notre catalogue, il illustre bien toutes les tendances du marché. On essaye d'être présent sur tous les profils de vapoteurs. Du débutant, on a la chance de pouvoir s'asseoir sur une gamme en 60 PG qu'on a sortie en 2012 et qui nous donne une assise parce qu'on a des parts de marché qui sont solides. Et comme tu faisais référence tout à l'heure aux marques de cigarettes auxquelles sont habitués les gens, pour les liquides, c'est pareil. C'est aussi votre grande force chez Alpha Liquide. Premier arrivé, premier service. C'est le principe marketing et c'est très bien comme ça. Mais il y a quand même un effet de récurrence dans les achats. Et les clients qu'on ne voit pas trop sur ce genre de salon et d'événements, c'est quand même des clients qui vont acheter 5 flacons de menthe fraîche ou de FRM pour le mois. Donc ça, nous, on a une chance d'avoir une petite partie de notre chiffre d'affaires qui est assurée par cette récurrence et qui nous donne plus de liberté pour travailler sur des gammes où là, on se laisse forcément un peu porter par notre instinct, nos envies, nos goûts personnels avec mon associé. Voilà, des fois, c'est maladroit, ça tombe à côté, mais ça rejoint un peu l'histoire. C'est rangé dans un coin du catalogue où on déréférence les produits. Puis des fois, on est très fiers et ça marche. Donc voilà, je faisais une aventure entrepreneuriale et le grand plaisir qu'on a, c'est d'être sur un marché où on est drivé par la concurrence et où, dans les limites d'une loi qui commence à nous encadrer, on a quand même un espace de liberté avec pour objectif de faire arrêter les gens de fumer et en évitant quelques écueils, le mauvais goût et d'aller trop loin, ce qui en général ne marche pas très longtemps. On peut quand même avoir un métier qui est fantastique et on adore ça, quoi.
pas comment vous êtes organisé, vous avez des tailles d'entreprise qui sont évidemment différentes. Comment vous organisez en design, en marketing? Est-ce qu'à un moment donné, quand vous lancez un produit, est-ce qu'il y a une grille peut-être de choses interdites qu'on ne va pas s'autoriser pour justement pas prêter le flanc à la séduction, les enfants? Est-ce que je vais m'interdire de mettre je sais pas, des gâteaux, des bonbons? Est-ce qu'il y a comme ça des codes de conduite au niveau des bureaux de design qui sont intégrés, que vous le fassiez vous-même, des choses que vous interdisez vraiment, qui sont dans le brief, on va dire? Je pense que pour reprendre un peu notre mission, hein, en tant qu'Alpha Liquide, Gaatren, on est vraiment engagé pour une vape responsable et qui recherchons toujours les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour les vapoteurs. Donc partant de là, on va avoir effectivement beaucoup d'exigences sur l'origine des matières premières. Il se trouve qu'on n'est pas mélangeur d'arômes, donc il y a un travail qui est fait au niveau du développement avec notre aromaticien, tout en amont. Il y a cette exigence depuis le début. Toujours rechercher les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité, ça c'est très important d'un point de vue produit. Moi j'ai l'impression, juste sur ce point, il y a une offre qui est très large quand on cumule tout ce qu'on peut voir sur les salons ou même dans les boutiques de vape au quotidien. Donc il y a déjà énormément de créativité qui s'est exprimée, il s'en exprimera encore beaucoup, on est toujours dans l'amélioration permanente, il y a toujours besoin de nouveautés, on l'a vu, il y a une vraie demande du marché, même si on pourrait se dire que quand on en a 100, plusieurs dizaines, parfois des centaines, certains faiseurs, il y a toujours un espace pour apporter de l'innovation, des nouvelles tendances, des nouvelles modes, mais pour nous, cette ligne directrice cardinale, c'est vraiment de se dire à chaque fois où sont les limites. Eh bien, c'est ce qui va être. On se limite par exemple à un taux de PGVG de 50-50 par défaut, et on est aussi sur l'origine des arômes, la nature des ingrédients qui composent tous nos liquides, vraiment très strict, qui va faire qu'il y a certaines saveurs qu'on ne va pas réussir à restituer avec nos standards de qualité. On n'y va pas. On ne va pas chercher toutes les opportunités du marché, des tendances. C'est un point d'exigence. La question, juste pour recadrer un tout petit peu la question, c'est est-ce que je m'autorise à mettre une fraise, une part de gâteau, quelque chose qui donne envie vraiment, ou est-ce que je me pose un certain nombre de limites quand même dans la réalisation de mon packaging? Alors nous avions eu certains écueils à l'époque, donc ça remonte déjà à un certain temps, des écueils avec la DGCCRF qui, à l'époque, le service marketing n'était qu'à ses prémices. Nous avions des étiquettes plutôt simplistes avec une représentation de fruits absolument pas gourmande en soi. C'était une poire pour une poire, somme toute très classique. Et nous avons été taxés du coup de donner envie aux jeunes. Donc à ce moment-là, on est un petit peu tombé des nues parce que moi personnellement sur ma javel, j'ai également un gros citron. Voilà, donc, et ça ne gêne pour le coup personne. Donc du coup, sur une fiole de 10 ml, une poire, là, comme ça, posée, donner envie aux jeunes. Donc on a dû revoir intégralement notre charte de communication, notre étiquetage, pour rendre le fruit suggéré et non pas visible clairement. Donc déjà, on a eu ces écueils. Donc en effet, maintenant, on ne mettra plus de poire sur une poire, c'est très clair. Ensuite, on s'autorise pas forcément beaucoup d'excentricité, peut-être à tort, mais je pense que d'autres marques peuvent jouer le fun et le feront certainement mieux que nous. On avait fait une publication, des PLV pour nos partenaires, où on avait pris le contre-pied justement de cette image un petit peu très laboratoire que peut avoir parfois VDLV, où on avait mis en scène une très vieille dame, avec marqué donc, qu'on aurait pu en effet faire une pub sexy, mais qu'on a préféré se l'éviter. Et ensuite, du coup, on déroulait notre gage de qualité. Donc je pense qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Nous, ce n'est pas forcément notre credo. D'autres le feront beaucoup mieux que nous. On reste sur cette position-là. On a essayé du coup d'étoffer nos gammes avec des choses un peu plus ludiques, un peu plus colorées, sans tomber en effet dans ce qu'on disait, dans la représentation de fruits ou des choses qu'on juge à notre sens un peu trop régressifs. Pour intervenir sur la partie packaging, je crois que quelque part cette question a été résolue il y a un peu plus d'un an maintenant avec la réglementation. Je crois qu'on est tous soumis à une certaine obligation de ne plus avoir des représentations figuratives de fruits ou autres qui pourraient être associées aux recettes. Maintenant, je pense qu'on a d'autres canaux de communication. On parle beaucoup packaging, c'est essentiel parce qu'on le prend en main. C'est le premier point de contact qu'on peut avoir en tant que vapoteur avec le produit avant d'ouvrir, lorsqu'il s'agit d'un étui ou bref, directement d'un flacon. Mais bon, après, on a, heureusement, des possibilités d'avoir des moyens de communication, que ce soit digitaux, que ce soit surtout en boutique,
où là, on peut exprimer justement la personnalité de la marque, un univers émotionnel d'une gamme ou d'une nouvelle saveur. On va être dans la pédagogie. On a sorti au niveau Gaia Trend un livret de la vape qu'on est en train de mettre en place dans les boutiques, qui là sont pas du tout des discours produit, mais vraiment de repartir de la base pour expliquer, pour aider, donner des éléments, quelques outils pour découvrir cet univers et mieux le comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas un univers, du coup, c'est peut-être un univers qui est un peu plus difficile à comprendre quand on arrive aujourd'hui qu'il y a quelques années où on pouvait tout exprimer. Mais est-ce que justement, à un moment donné, c'est cette interdiction de mettre une poire sur un liquide poire, qui est finalement quelque chose de très basique, est-ce qu'on n'en arrive pas à, je dirais, emmener les fabricants à trouver d'autres solutions pour faire parler le produit qui sont finalement ridicules et les emmener sur des univers qui n'ont même pas lieu d'être, parce que finalement, mettre une poire sur un liquide poire, quoi de plus naturel? Alors, je suis tout à fait d'accord. Je vois pas en quoi Surtout chez VDLV. je vois pas en quoi une poire pose problème quand on peut mettre une licorne multicolore avec des petites paillettes. Ça, c'est sûr. Donc, il y a une grande hypocrisie. On sait qu'il y a aussi une véritable incompréhension de certaines institutions du fonctionnement du marché et une incompréhension et une défiance vis-à-vis aussi du produit. Après, je pense qu'effectivement, ici, on fait tous un travail différent et complémentaire. Et justement, notre but, c'est de ne pas laisser des fumeurs à la traîne. Et il y en a qui vont beaucoup plus s'identifier dans certaines gammes de fûts, ou avec le discours VDLV, ou Alpha aussi, avec voilà, leur présence dans toutes les boutiques, qui fait qu'en fait, on a tous commencé en plus avec du Alpha, et que des milliers de gens commencent tous les jours aussi avec du Alpha. Enfin, une bonne partie à l'époque en tout cas, et toujours d'actualité. Et bon, nous, effectivement, on ne voulait pas faire cette... Au début, on a eu, et on l'a toujours, on a un positionnement extrêmement sécuritaire, safe. On propose voilà, des produits qui s'adresse à une population qui a un désir, que ce soit en termes de profil de saveur ou de packaging un peu plus voilà, mature et haut de gamme. Les étiquettes sont très belles, Anne-Claire. C'est parmi les plus belles du marché. Celle qu'il y a là, superbe. Oui, mais ce n'est pas forcément les plus fun. Je suis dans la cible, c'est pour ça. Elles me séduisent. Bon, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces sujets? Vous allez être obligé de parler encore. Hein. On peut, hein. Alors, bah, vas-y, parle alors. Qu'est-ce que tu veux raconter? Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde? Donc alors pour résumer clairement, vous ne cherchez pas à séduire les jeunes, puisque c'était le titre. On a compris qu'on cherchait à séduire les fumeurs avant tout. On cherche à séduire les fumeurs. Ils sont tous différents. On a des sociétés Exactement. complémentaires avec des offres différentes et en des positionnements différents, avec une attention particulière pour la qualité. Ça aussi, c'est la spécificité des entreprises françaises quand même. Je crois qu'on a on porte une attention assez plus importante que dans d'autres pays, en tout cas qu'on a pu voir dans les salons, parce qu'on se balade pas mal à la qualité. Et puis, je crois qu'il y a une French Touch aussi dans le e-liquide qui est pas ridicule. Et c'est pour ça que ça s'exporte bien quand même. On commence à exporter un peu. Je pense qu'on a compris en France que notre force était dans la différenciation et pas dans effectivement dans l'alignement avec certaines, uniquement à certaines tendances. Mais tes produits, ils sont quand même, c'est un peu les héritiers d'un savoir-vivre, un savoir-faire français. Oui, mais c'est différenciant par rapport à d'autres ouais. produits de la vape. Ouais. On a une carte à jouer quand même, quoi. Ou le savoir-faire industriel français. On voit bien quand on voit des manufactures dans certains pays, ils n'arrivent pas à la cheville de l'excellence industrielle que vous avez. Non, mais je veux dire, la France, l'Italie, c'est des pays où on sait fabriquer des machines, où on sait comment organiser une entreprise industrielle. Il y a quand même une pluralité de savoir-faire qui se conjugue et qui crée ça. Et on est dans le plus beau salon de la vape du monde, dans le plus bel endroit pour accueillir un salon de la vape. Moi, je suis très fier. Que je voulais dire en on peut s'envoyer des fleurs un peu. Non, mais merci beaucoup. Je pense que ce que j'entends, ça va vraiment dans le bon sens, qui est de crédibiliser
encore davantage, et on est en bonne voie, on a une bonne direction, mais crédibiliser la filière vape. Hein, je pense que ça fait partie de tes combats aussi au quotidien, Sébastien, parce que ça marche, on l'a tous dit, chacun l'a vécu à sa façon, et quelque part, que chacun à sa façon, avec les codes de son entreprise et ses valeurs, s'engage dans une direction d'une forme de responsabilité, d'accompagnement, d'une professionnalisation de la filière, ça va être un bénéfice pour tous. Et je pense que c'est hyper important en tant qu'industriel, en tant que marque, de contribuer à ça, au-delà de toutes ces considérations qui sont importantes du mix produit, de se dire comment on peut, chacun à son niveau, contribuer à faire que la voix de la vape soit plus crédible aujourd'hui vis-à-vis des fumeurs, de la cible, mais également des autorités sanitaires, des politiques, etc. Enfin, ça fait partie après de ton registre. C'est vrai que ce que tu disais, Jean, ce que vous dites tous, c'est que les fabricants français aujourd'hui, il y a vraiment une French touch, quoi. Et c'est un atout formidable pour ce qui se passe en France et puis pour l'international. Comme je dis tout le temps, il y a effectivement un marché mondial à conquérir et les Français sont extrêmement bien positionnés, extrêmement bien équilibrés sur leur façon de travailler. Donc effectivement, on peut s'envoyer des fleurs, tout à fait. Alors, on a une question. Monsieur ? C'est un primo, je crois que c'est un primo, on l'a fait rentrer là. Monsieur Personne. fume encore ? Il veut quelques conseils ? J'ai une question plus de composition. Le sucre est-il, enfin le sucre en saveur sucrée à proprement parler, plus que saveur fraise, pomme, poire, etc. Mais le sucre à proprement parler est-il un élément marketing ? Et quelle est la position du sucre ? On sait très bien qu'on peut séduire avec ça. Ça rappelle les codes de la confiserie, ça rappelle pas mal de codes. Est-ce que c'est un élément que les entreprises ont décidé de saisir à bras ouverts et d'augmenter ? Il y a quand même eu les questions classiques. Vous faites goût pizza ou je crois que tout le monde est curieux de savoir si des liquides qui rappellent des saveurs salées ont leur place. Et on a tous dû tourner autour de la question en se disant est-ce que ça va le faire ? Et quand même, au bout de quelques années, en général, ça ne le fait pas. C'est pas très bon et ça conviendrait à peu de personnes si ça sortait, un goût poulet, un goût pizza. Donc oui, dans la vape, en dehors des saveurs tabac et menthe, on est classique et menthe. On est toujours sur des spécialités sucrées, de la confiserie, de la pâtisserie, etc. Mais c'est probablement parce que ça passe bien. Et puis peut-être les gens mangent moins de bonbons aussi, je ne sais pas. Alors moi j'ai été surprise parce qu'on m'a demandé beaucoup de fruité en fait aussi tout simplement cette année et je pense que l'ajout de sucrants qui vont en fait complètement un peu masquer les saveurs, les gens commencent aussi à s'en lasser et nous on n'en utilise pas. Et justement, depuis le début, ça a été aussi un argument de vente et de différenciation en tant que plus petite marque. T'as pas vraiment le choix là-dessus, quand même. Parce que regarde, tu veux faire un goût Mojito. Mojito. Okay. T'as pas les bulles. T'as pas la température. Il est chaud ton Mojito. T'as pas trop l'acidité ou un peu. Il te reste pas grand-chose quand même pour jouer sur les saveurs. Je vais peut-être pas faire un goût Mojito. Non, mais je dis pas toi, mais je dis les goûts Mojito sur le marché ne mettent personne d'accord. Les clients disent toujours, premièrement, mon Mojito est meilleur. Tout le monde pense qu'il fait le meilleur Mojito du monde, mais je parle du vrai. Hein. Et deuxièmement, il y a trop de menthe, il y a trop de citron, c'est trop sucré ou pas assez. On ne joue pas avec des paramètres qui sont ceux de la nourriture en général. Donc c'est vrai que le sucre, c'est un des ressorts gustatifs sur lesquels on peut jouer et c'est un des rares au final, en dehors des goûts à part entière. C'est bien, la question est bien. Qu'est-ce qu'on doit en faire ? Faut pas trop en mettre ? Faut-il en mettre ? C'est aussi une opportunité pour le consommateur d'avoir accès à des saveurs auxquelles il n'aurait probablement pas pensé. Donc oui, nous, il peut nous arriver de faire des arômes plutôt gourmands avec des arômes un peu fun, ayant en effet le goût d'un bonbon. Il n'y a pas forcément de honte à avoir dès lors où la composition tend vers une exigence de composition, justement. Je note aussi, et en plus via ce salon, qu'il y a un retour important sur les monoarômes. Vincent n'a jamais eu autant la cote sur notre stand.
C'est vrai qu'il y avait la part belle, par exemple, à des saveurs de notre marque Circus, un peu plus complexes, un peu plus gourmandes. Et aujourd'hui, oui, certains recherchent de nouveau une poire qui est juste une poire, pas une poire sur un lit de crème. Donc c'est aussi une tendance à prendre en compte et peut-être en effet repartir sur des développements somme toute plus basiques mais très efficaces. Je voulais dire en complétant le sujet qui est hyper important du sucre, c'est effectivement c'est un vrai challenge d'un point de vue développement aromatique parce que c'est par les arômes qu'on peut effectivement restituer ce sucre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de l'ajout de sucre dans les comme chacun sait, mais je pense que c'est important parce que la notion du sucre, surtout si on s'adresse justement à des fumeurs, il faut savoir que le diabète, je ne vous l'apprends pas, c'est un sujet de santé majeur, un problème de santé majeur. Par rapport à ça, c'est un vrai enjeu au niveau aromatique d'arriver à restituer une forme de rondeur, de fruité, perception sucrée, mais sans ajout de sucre. Et voilà, ça c'est aussi un enjeu de développement dont on a parlé, et c'est aussi pour ce qui nous concerne, la ligne blanche ou jaune au-delà duquel on ne veut pas aller. C'est-à-dire si on se dit, pour celui-là, ce serait vraiment bien de rajouter cette note sucrée, on n'y va pas. Bien, je vous remercie tous les quatre. Ce qu'on a compris, c'est que vous étiez vraiment responsables dans vos démarches. Et on vous remercie. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Et on va enchaîner tout de suite sur la seconde. D'apprentissage, de prise de température de ce qu'est le vapotage pour un fumeur qui est dans une démarche de vouloir arrêter. On est plus dans le registre de l'information qui va se transformer en conviction. Et après, ça va passer par des éléments de satisfaction, de réassurance, d'où des codes, on va revenir là-dessus peut-être, qui vont énormément rassurer sur le sérieux, la qualité, la sécurité. Mais c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'au final, on est beaucoup plus à parler, à mon sens, de conviction, lorsqu'on parle surtout au primo-vapoteur, mais également quelque part auprès d'un vapoteur initié, voire expert. On a toujours besoin d'être rassuré sur ce qu'on vapote. Et après, je pense qu'il y a beaucoup plus de place, une fois qu'on est initié, à de la créativité, du talent, des saveurs subtiles, de la surprise. Voilà. Parce que le marketing parle quand même, parce qu'il y a séduire, peut-être c'est pas le bon mot, mais attirer, on va dire, les fumeurs vers la vape en général. Puis après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a de la concurrence entre les différents fabricants. Et comment on se positionne justement sur ce fil qui est effectivement rassuré, mais à un moment donné, séduire. Venez à ma marque plutôt qu'à une autre. On reste de toute façon dans le business, pour être clair. Donc, comment ça se passe chez toi, Marine? Comment vous réfléchissez à vos packaging et au discours que vous tenez dessus? Déjà, je vous rejoins tous les deux sur cet aspect-là. Le terme séduire est un petit peu ambigu. Pardon. Le terme séduire est un petit peu ambigu. Il est vrai que chez VDLV, nous préférons séduire via les mots, via le discours, avec des éléments de réassurance. Vous le disiez ce matin. La conférence, donc oui, un petit peu provocateur, mais tant qu'à faire, allons-y directement. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais demander à tout le monde de prendre le micro une petite minute, simplement pour donner votre nom, pour qui vous travaillez, ce que vous faites. On fait vraiment un petit tour de table très rapide, et puis après j'introduirai le thème de la conférence. On commencera à discuter ensemble. Bonjour, je suis Anne-Claire Dizarnier-Gargas. Je suis la fondatrice de Vaponaut, société qui existe depuis 2013. Et je suis aussi en charge de la création des saveurs de Vaponaut. Bonjour, je suis Olivier Oberlechner, directeur marketing et commercial, et pas commercial, et communication de Gaia Trend. Bon, Gaia Trend, on existe depuis 2008. Et voilà, beaucoup de travail dont on va reparler. Bonjour, Marine Dupiol, la société VDLV. Je suis au service marketing depuis 4 ans sur le poste de responsable marketing. Bonjour à tous, donc Jean Moiroux, un des deux fondateurs de la marque de e-liquide FU et également le président de la Fédération interprofessionnelle de la vape, la FIVAP. Alors vous avez le droit de vous servir de plus d'un micro. Donc on va revenir tout de suite sur le titre. Moi, je me suis déjà fait brancher pour écrire des articles ou des choses comme ça sur le phénomène de marketing autour des liquides, les packaging qui sont parfois, alors on peut les juger
attrayant pour les jeunes. C'est une cible, évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'adresse surtout à des fumeurs repentis. Voilà. Et effectivement, il faut être ludique, créatif, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir aussi vraiment faire plaisir, parce qu'on s'adresse justement à ce côté-là, avec toute la diversité de produits. Après, je pense qu'il est possible d'avoir ce côté plaisant et créatif, sans être forcément dans le régressif, mais c'est mon point de vue. Alors parce que, en définitive, moi j'entendais au tout départ de la vape, ah mais il y a des arômes bonbons, ah il y a des arômes vanille, ça va attirer les jeunes. Donc comment on se dépatouille de tout ça? Parce que finalement le packaging c'est un intermédiaire entre le consommateur et le produit. Donc comment vous gérez ça chez vous? Alors, moi, je voulais juste revenir un peu sur le sujet, parce qu'effectivement, sans parler de polémique, mais je pense que c'était pas un hasard, je pense, le choix des mots peut créer le débat. En gros, je pense qu'on n'est pas du tout, pour moi, sur des questions d'âge, on est vraiment sur des questions de rapport au tabac et au vapotage. Donc je pense que pour résumer, pour compléter, je ne vais pas contredire du tout ce qui vient d'être dit sur la définition de la cible. Je pense qu'au final, on a quand même une cible large, assez commune. Après, il y a des sous-cibles, mais on est sur une cible de fumeurs et de vapoteurs adultes. Donc c'est pour ça que je ne rentre même pas dans les discussions jeunes, pas jeunes. On est plus en un rapport au tabac et au vapotage. Ça, c'est le premier point. Et après, pour ce qui est de la séduction, je pense que le terme est pas tout à fait bien choisi. En tout cas, il a été choisi pour créer la discussion. On est vraiment, surtout dans une phase de... À la conférence sur la professionnalisation des boutiques, il est vrai que le vapoteur n'a pas de profil, il n'a en effet pas d'âge. Le sexe, alors oui et non, en effet, notre cible est principalement une cible masculine, mais c'est un petit peu monsieur et madame tout le monde également. Et en fait, nous cherchons, entre guillemets, à séduire le fumeur. Donc, avec ce genre de salon, il est vrai qu'on se rend compte qu'on a peut-être parfois perdu un petit peu notre cible des yeux. Notre cible, c'est le fumeur. Comment le capter aujourd'hui? Comment séduire le fumeur? Donc voilà, ça va être avec de la réassurance, des éléments techniques qu'on doit rendre pédagogiques, attrayants, sans tomber en effet, à mon sens, dans le régressif. Dans des codes du régressif en tout cas. Même si la vape permet, avec une marque de cigarette, on était tous cantonnés à une marque, une saveur, c'était très bien. Aujourd'hui, on a un monde qui s'ouvre à nous avec énormément de saveurs, des couleurs. La vape a besoin de glamour, a besoin de plein de choses, a besoin de réassurance. Mais voilà, il y a en effet un équilibre à trouver entre ce côté assez fun et attrayant et le régressif. Comment tu travailles ça, toi, Jean, à ton niveau Parce qu'on parle souvent d'un des avantages de la vape, c'est qu'on peut arrêter de fumer dans le plaisir. Et le plaisir passe aussi par les produits que tu as entre les mains. Je pense que le plaisir est au centre de la démarche et c'est ça qui fait des produits du vapotage l'univers magique qu'il est aujourd'hui et qui fonctionne. Après, je rebondis évidemment sur le titre de la conférence. Séduire les jeunes pourrait laisser à penser qu'il y a un peu un noir dessein des fabricants qui chercheraient à entrer. Ou régressif pour les adultes. Et puis surtout, on a les gens qui observent du coin de l'œil le marché de la vape et qui, à un moment donné, reprochent à la vape de vouloir séduire les jeunes. Alors, on va tout de suite commencer là-dessus. Est-ce que vos cibles de clientèle, quand vous travaillez les packaging et les designs, sont les jeunes? C'est une question très claire. Allez, je me lance. Chacun son tour. Allez. Je pense qu'on a tous les quatre des positionnements qui sont assez différents sur le marché. C'est un marché qui est en train de se structurer entre différents acteurs et on n'a pas tous les mêmes cibles. Nous, en l'occurrence, comme on fait du haut de gamme, de toute façon, il y a déjà un clivage tarifaire qui va faire qu'on adresse moins une population qui va être assez jeune. Ensuite, effectivement, dans les choix du design, le choix des couleurs, le choix des formes, il est tout à fait possible d'orienter. Donc après, on voit aussi beaucoup d'adultes qui s'intéressent à des packaging très colorés, voire un peu enfantins. Nous, personnellement, ce n'est pas notre cible. Après, c'est vrai que je regrette aussi de voir que beaucoup de nouvelles propositions vont essentiellement dans ce sens-là. Et c'est aussi un peu oublié que la majorité des gens à qui on s'adresse... Alors bien sûr, il faut empêcher les jeunes... Enfin, il faut faire perdre de l'attrait de la cigarette aux jeunes. Donc c'est jeunes, je parle bien sûr adultes et déjà fumeurs. Et il faut leur parler.